Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le système ski québécois face au changement climatique. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire qui va se dérouler en deux parties aujourd'hui. Donc, on va vous présenter en fait les résultats d'une étude qui a été financée par le ministère du Tourisme et mandatée par l'Association des stations de ski du Québec. Donc, c'est sur le système ski, ça comprenait trois projets. Donc, le premier, qui va être donc la première partie, c'est le projet PIN sur les projections d'indices de neige au sol, qui va nous être présenté par Émilie Bresson, ici présente. Et la deuxième partie sera sur le diagnostic de vulnérabilité et le plan de résilience sectoriel qui en a abouti. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Émilie. Donc, Émilie Bresson est titulaire d'un doctorat en physique de l'atmosphère de l'Université de Toulouse en France. Elle a étudié plusieurs phénomènes à fort impact sociétaux, dont les événements de pluie intense ou encore la pluie verglaçante. Elle a aussi travaillé sur le couvert de neige ainsi que les effets des changements climatiques sur la restauration minière. Elle est chez Ouranos depuis 2019. Elle fait partie de l'équipe Sciences du climat et services climatiques en tant que spécialiste en recherche et soutien à l'innovation. Elle contribue à différents projets et particulièrement ceux en lien avec le manteau neigeux, la pluie verglaçante et l'adaptation du secteur minier au changement climatique. Donc, je te laisse la parole, Émilie. Merci, Clara. Très bien. Bon, bah, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Merci d'être ici présent pour cette présentation. Donc, comme le disait Clara, moi, je vais vous parler de projection d'indices de neige au sol. C'est des travaux que j'ai réalisés avec Éric Dupuis et Pascal Bourgault, qui sont des collègues d'Ouranos. Vérifiez si ça fonctionne. Oui. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de données climatiques ajustées sur le couvert de neige? Donc, il y a un intérêt général pour ces informations-là. Il y a beaucoup de secteurs qui sont intéressés par ça. On peut parler du tourisme, des transports, des infrastructures, par exemple, savoir la charge de neige qu'on va avoir sur les bâtiments, la gestion des villes pour le déneigement, par exemple, les inondations aussi. Et tous ces secteurs-là d'activité vont avoir besoin d'informations pour s'adapter au mieux. Et ce qui est disponible publiquement à l'heure actuelle, c'est pas forcément ce qui va répondre à cette demande. Ce qu'on peut trouver, c'est des séries temporelles ou des cartes de précipitations solides. Vous avez deux exemples ici. Puis les précipitations solides ici sont définies comme les précipitations lorsque la température est en dessous de zéro. Donc c'est des précipitations solides selon une certaine définition. Mais au final, il n'y a personne, à ma connaissance, il s'est passé des choses les dernières semaines pour me le dire, il n'y a personne qui fournit publiquement des projections climatiques ajustées statistiquement et à haute résolution pour le manteau neigeux. Puis on sait, c'est ça, qu'au Québec, c'est quand même d'importance. Donc le projet PIN a été développé sur la demande spécifique de l'Association des stations de ski du Québec, la SSQ. Et les objectifs principaux sont de développer des indices adaptés au secteur ski au Québec, mais on veut aussi que ça soit utile à d'autres secteurs. Produire des données climatiques du couvert de neige avec un ajustement de biais sur le Québec, puis rendre toute cette information disponible. Je fais un petit point. Il est important de savoir que nous parlons dans ce projet uniquement de neige naturelle et non pas de neige fabriquée. Donc, c'est vraiment, je ne vais pas vous expliquer ce que font les canons à neige sur les stations de ski et autres. Ça ne faisait pas partie de ce projet. Donc, pour la méthodologie, là, je vous ai parlé d'ajustement de biais statistiques et ainsi de suite. Des choses qu'on fait habituellement, par exemple, sur le site de portrait climatique d'Ouranos, on va fournir des données climatiques qui ont été ajustées. Donc, la méthode dite classique, je vais vous faire ça très simple, pour produire des projections climatiques d'indices avec un ajustement de biais statistique, c'est dans un premier temps de choisir quelle est notre variable d'intérêt par rapport à l'indice d'intérêt. Si vous voulez, par exemple, savoir combien il y a de jours avec une température supérieure à 30 degrés, la variable qui va être d'intérêt pour vous, ça va être la température, assez simplement. Dans notre cas, la première difficulté, le manteau neigeux, il peut être décrit avec deux choses, soit la hauteur de neige, soit l'équivalent en eau de la neige. L'équivalent en eau de la neige, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment tout le contenu en eau dans le manteau neigeux. On parle de l'eau liquide et de l'eau solide, vraiment tout ce qui est de l'eau à l'intérieur du manteau neigeux. Comme vous le savez, si vous avez eu une tempête et qu'après vous avez 15 cm de petites poudreuses ou 15 cm de grosse neige lourde,
pas tout à fait la même chose, il y a une question de densité. Il n'y a pas la même quantité d'eau qui va être présente dans le monde. Puis ces questions de densité sont en lien, c'est ça, avec la qualité de la neige et ainsi de suite. Donc ça peut être un peu compliqué de modéliser ça dans certains modèles climatiques. Donc on a préféré partir avec l'équivalent en eau de la neige qui revient plus sur un bilan en eau disponible. Notre choix a été donc de travailler sur l'équivalent en eau de la neige. Ensuite, la méthodologie classique, c'est vous allez récupérer votre variable qui a été simulée par un modèle de climat, que ce soit un modèle de climat global ou régional. Vous allez vouloir ramener cette variable-là vers des données de référence, de manière à enlever son biais. Puis la méthode que vous allez utiliser, c'est une méthode d'ajustement de biais statistique qui a été éprouvée. À partir de là, donc vous avez pris votre variable simulée, vous l'avez ramenée vers vos données de référence, vous avez votre variable ajustée, et ça va vous permettre de calculer vos indices ajustés. Pas trop compliqué. Petit problème, c'est que nous, on arrive avec l'équivalent de la neige, qui est une variable où on avait peu. En fait, on a plusieurs bases de données qui existent pour la référence, mais il y a beaucoup de dispersion, beaucoup de disparités en fait, entre les résultats. C'est-à-dire il y a vraiment des régions où, selon la base de données qu'on regarde, on pourrait avoir des résultats assez différents. Donc, on n'a pas la base de données qui est la bonne, on le sait, c'est établi. On n'a pas non plus énormément de simulations disponibles. Dans ce projet-là, comme on regarde de la neige, on s'est dit qu'on allait plutôt partir avec des simulations régionales, donc avec une résolution plus fine. Puis, dans les simulations régionales, quand les instituts de simulation font rouler leurs simulations, ils peuvent archiver un certain nombre de variables. Puis, il y a des variables qui sont obligatoirement archivées, température et précipitation. Puis, les autres variables sont archivées si elles sont d'intérêt pour eux, si ils ont de l'espace, si plein de choses. Ce qui fait que l'équivalent en eau de la neige, tout le monde n'est pas « Wouhou, c'est super bien, on va le garder » et on a la place pour. Donc, on s'est retrouvé avec pas tant de simulations que ça. Et finalement, la méthode d'ajustement de biais, il n'y en a pas une qui était... on sait que c'est la bonne méthode pour l'équivalent en eau de la neige, puis vous le savez, le manteau neigeux, il y a une saisonnalité qui est assez forte. On n'a pas envie à Montréal d'avoir de la neige en été. En hiver, c'est bien, mais en été, c'est peut-être pas nécessaire. Donc, on a vraiment cette saisonnalité-là. Puis les méthodes d'ajustement de biais vraiment validées, etc., pour l'équivalent en eau de la neige, il n'y en avait pas forcément quand on a commencé le projet. Donc, on a quand même trouvé des solutions. Voilà. Que je vais vous expliquer par la suite en vous donnant quelques petits détails techniques. Donc, considérant la sélection de la référence, il y avait donc, comme je vous disais, plusieurs références qui étaient disponibles, mais il fallait que ça réponde à certains critères. Donc, on voulait une résolution qui soit assez fine. Je me rappelle que le projet, initialement, est vraiment orienté vers des stations de ski, donc on ne voulait quand même pas des grilles trop grosses. On voulait des données disponibles pour le passé récent. Idéalement, on voulait une adéquation avec ce qui était fait pour les opérations Oranos. Donc, comme je vous le disais, on produit les scénarios climatiques, donc des projections ajustées à Oranos, puis on utilise une référence, donc on voulait, si possible, qu'il y ait une adéquation avec cette référence-là. Idéalement, on voulait aussi le Canada au complet pour élargir le projet à plus long terme, vraiment garder cette méthodologie en tête. Puis aussi, on voulait une bonne qualité des données. Forcément, ça serait mieux si on a une meilleure référence. Donc, ce qu'on avait proposé, c'était de partir avec ERA5 qui est une réanalyse à 9 km de résolution. Donc, c'est quand même une assez fine résolution, disponible de 1950 à aujourd'hui. C'était le produit qui a été utilisé à Oranos au début du projet. Ça a changé entre-temps. Mais c'est ça. Puis, c'est un produit global. Ça couvre la Terre entière, donc le Canada est dedans, tout est bon. Pour la bonne qualité des données, il a fallu qu'on fasse un petit peu de validation. Donc, on a regardé avec les données CAN-SWI. Alors, SWI, c'est pour Snow Water Equivalent. C'est une base de données des observations qui ont été faites d'équivalent en eau de la neige à travers le Canada. Donc, ça nous permettait d'avoir des informations aux stations qui étaient vraiment propres. Donc, ça nous a permis de vérifier ça. Puis, on savait déjà que c'était avec cette analyse-là un bon produit. Puis, il y a un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ça c'est vraiment janvier 2025, c'est disponible un peu avant, qui mettait de l'avant que la réanalyse ERA5 était vraiment le meilleur produit pour l'Amérique du Nord. Pas le côté, je vais vous dire, sans montagne, mais vous allez être vexés, ce que je comprends, parce qu'on a quand même des montagnes, mais sans montagne par rapport aux rocheuses, mettons.
c'est que ça nous a permis de confirmer qu'on allait prendre cette réanalyse pour la référence. Pour la sélection des simulations, comme je vous disais, on n'a pas forcément trouvé beaucoup de simulations régionales de climat où l'équivalent en eau de la neige était archivé et disponible. On en a trouvé 26. Puis, les méthodes d'ajustement de biais, comme je vous disais, peuvent avoir des difficultés liées à la saisonnalité marquée d'une variable. En particulier, donc, comme je vous disais, on prend la variable qui est simulée, on essaye de la ramener vers notre référence, mais si par exemple, dans le modèle X, on a simulé une fin de saison qui arrive vraiment très tôt, on va se retrouver avec toute une période où on n'a plus de neige, et cette période-là, on va essayer de la ramener vers la référence qui, elle, a de la neige. Donc, on essaye de passer d'une valeur nulle à une valeur non nulle, donc ça marche pas vraiment bien, ça tient pas trop la route. Et ça, c'est des choses qui ont déjà été vues, par exemple, pour la mousson africaine, où il y a une saisonnalité qui est très marquée. Donc, les méthodes d'ajustement de biais gèrent pas forcément ça comme il faut, donc il faut souvent faire une sélection de simulation. Donc, la façon dont on a procédé, nous, ici, c'est qu'on a fait notre sélection par rapport à notre référence, à Saint-Claude. On a regardé pour le sud du Québec, en dessous du 50e nord. Pourquoi le sud du Québec? C'est parce que notre étude était principalement sur le sud du Québec. Puis c'est aussi là qu'il y a souvent le plus de données, puis que les modèles sont souvent meilleurs aussi. Puis ce qu'on a regardé, en fait, c'était vraiment le début et la fin de la saison. On voulait qu'il y ait un biais qui soit relativement petit par rapport à la référence. Donc, il fallait qu'il y ait 80% des points de grille qui aient un biais de plus ou moins 10 jours pour le début de la saison, plus ou moins 15 jours pour la fin de la saison. Et à partir de là, ça nous a permis de réduire notre ensemble de 26 simulations à 10 simulations. Donc, on en a 4 avec le RCP 4.5 et 6 avec le RCP 8.5. Les critères de sélection ont été choisis de manière à quand même conserver une certaine sélection de pilotes et de modèles de scénarios d'émission, pardon, de manière à considérer les incertitudes qui sont liées à ces deux points-là. Donc, on a ces deux ensembles-là. Puis je termine sur le traitement des données. Donc, en termes d'ajustement de biais, il y a une revue de littérature qui a été faite, très exhaustive, qui a été faite sur les méthodes qui pouvaient traiter donc, des données avec une saisonnalité assez marquée. Il y a des tests qui ont été faits à partir des méthodes classiques et ainsi de suite. Puis finalement, il y a un papier qui est sorti et qui proposait une méthode d'ajustement de biais des champs spatiaux, l'équivalent en eau de la neige avec un quantile mapping multiplicatif, qui est une méthode assez classique. Mais ça a été testé, ça a été révisé par les pairs, donc on s'est dit que c'était assez solide pour qu'on l'utilise, puis on était quand même content des résultats. Et quelques petits points de détail à garder en tête pour la suite. On travaille en année hivernale, forcément, vu que on parle de la neige, donc nos années commencent au 1er juillet et terminent au 30 juin. Puis nos périodes d'intérêt, c'est donc la période historique 1991-2020, 2041-2070 et 2070-2099. Ça, c'est ce que je vais vous présenter. Il y avait aussi 2021-2050 qui sont présents dans le rapport PIN que vous pouvez trouver sur le site de l'OMS. Et maintenant, donc, les indices de neige, parce que là, je vous montre un portrait des indices de neige, c'est bien que je vous explique lesquels c'est. On en a sélectionné 8 qui sont en fait le résultat d'une consultation avec les experts de ski alpin, mais aussi j'ai eu des discussions avec des gens dans d'autres secteurs d'activité pour être sûr que c'était des indicateurs qui étaient d'utilité pour eux aussi. Donc, vous avez le maximum annuel de l'équivalent en eau de la neige, donc le max. Vous avez le couvert continu. Donc, le couvert continu, il y a une date de début, il y a une date de fin, il y a la durée. Comment définir le début et la fin? C'est pour le début, le premier jour à partir duquel on a un couvert de neige pendant 14 jours consécutifs. Puis la fin, c'est le dernier jour à partir duquel on a 14 jours consécutifs d'un couvert de neige. Qui dit couvert de neige dit équivalent de la neige supérieur à 4 mm. C'est un seuil classique utilisé dans ce domaine-là. Puis donc, la durée du couvert de neige, ça va être la différence, le nombre de jours entre le début et la fin, simplement. Donc, vous comprenez bien que si j'ai des bornes qui sont avec 14 jours consécutifs, au milieu, je peux avoir des jours sans neige aussi. Donc, couvert continu est un peu abusif comme terme. On va dire ça comme ça. On a les jours sans couvert de neige, on a les jours avec une augmentation en une seule journée de 10 mm ou plus d'équivalent de la neige. Puis on a deux indices qui sont vraiment très reliés aux stations de ski, qui sont les jours de couvert de neige pendant le congé de Noël, puis pendant le congé de la relâche aussi.
parce que c'est des périodes qui sont extrêmement importantes pour le secteur du ski alpin. Et donc, il est important de savoir s'il va y avoir une modification ou pas à ce niveau-là. Les domaines d'études je vais vous montrer des figures sur les deux domaines. Donc, le domaine complet où on a les données. Vous voyez 5 petites boîtes. Nord du Québec, la Grande 4, Charlevoix, Laurentides et Côte-Nord, qui sont des zones sur lesquelles je vais vous montrer les résultats un petit peu plus en détail. Et vous avez le domaine Québec Ski, qui est le domaine qui est présenté dans le rapport qui est disponible sur le site d'Oranos. Puis Clara en parlera un petit peu plus par la suite. Donc, des résultats maintenant. Dans un premier temps, je voulais juste vous montrer pour la période historique l'évaluation des données. Donc, on a fait une comparaison entre le produit de référence. Attends, c'est quel pointeur qu'il faut que j'utilise? Donc, entre le produit de référence qui est ERA5Land, qui est à gauche, et la différence entre notre ensemble avec le RCP 8.5 et par rapport à la référence qui est à droite. Donc, vous voyez ici, le maximum d'équivalent en eau de la neige, pardon. Vous voyez dans la référence qu'on va avoir des maximums qui sont plutôt dans l'est du domaine, puis donc est du Québec, puis Labrador. Et on constate que on a une différence qui est assez faible, un biais qui est assez faible entre notre ensemble et la réanalyse. Et on regarde ça sur trois autres indices, donc la durée du couvert de neige, les jours sans couvert de neige, puis les jours avec 10 mm et plus en 24 heures. Donc, hormis les jours avec 10 mm et plus en 24 heures, on constate qu'on a quand même des biais qui sont dans l'ensemble assez faibles et assez homogènes. Donc, inversement pour les jours avec 10 mm et plus en 24 heures. On constate ici qu'il y a un biais quand même important sur les Tangat, les montagnes qui sont à ce niveau-là. Ça fait partie des choses sur lesquelles je regarde en ce moment, donc je n'ai pas encore une réponse à vous donner. Donc, si maintenant on regarde les projections, donc vous allez souvent trouver des figures comme ça, donc c'est toujours la même chose. Vous avez à gauche la période historique, et ensuite la différence entre une période future et l'historique, donc 2041-2070 au milieu, puis 2070-2099 à droite. Donc ce qu'on peut voir pour le maximum d'équivalent en eau de la neige, c'est que globalement, on a des augmentations qui vont être présentes dans le sud et des diminutions qui vont être présentes dans le nord. C'est assez lié avec l'augmentation des précipitations et des températures. Donc ça, vous le voyez sur l'ensemble du domaine, mais si on regarde vraiment sur le domaine Québec Ski, donc ça, si vous avez regardé le rapport de Pin, c'est les figures que vous avez là-dedans. Donc ici, vous voyez à gauche la période historique, à droite la période 2041-2070. Les petits points que vous voyez un peu partout, ce sont les stations de ski alpin. Puis ce qu'on peut voir ici, c'est que si on regarde vraiment précisément ce domaine-là, on a un gradient nord-sud avec une différence à peu près 200 mm. Donc, on va avoir des équivalents d'eau de la neige maximum plus importants dans le nord que dans le sud. Puis quand on regarde sur l'évolution temporelle, on va avoir une diminution d'à peu près 20 mm sur l'ensemble du domaine. Ça, c'est bien intéressant, mais on peut se poser des questions aussi sur la temporalité du maximum d'équivalent en eau de la neige. Donc, on voit son amplitude, mais est-ce qu'il y a un décalage ou quelque chose qui se passe au niveau du pic d'équivalent en eau de la neige? Donc ici, vous avez des cycles annuels de l'équivalent en eau de la neige. Les couleurs correspondent aux petits domaines que vous avez en haut. Donc les très pleins, c'est l'historique, les tiretés 2041-2070, les pointillés 2070-2099. Vous allez retrouver ça plus tard aussi. Donc ce qu'on constate, c'est que, comme on le voyait sur les cartes, on va avoir des augmentations du maximum dans le nord, donc avec la boîte nord du Québec, et des diminutions dans le sud. Pour le centre, plus au centre, donc la grande 4, on reste sur des amplitudes assez similaires sur le maximum. On constate qu'il y a, de manière générale, un petit décalage qui se fait avec un pic qui serait plus relatif pour le maximum d'équivalent de la neige. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a un raccourcissement de la saison qui est plus ou moins marqué selon les régions. Donc, pour aller voir ça d'un peu plus près, on va regarder le couvert continu sur le domaine complet. Donc là, vous voyez qu'effectivement, de manière générale, quand on est dans les verts, donc on a une diminution, on constate une diminution du nombre de jours du couvert de neige, pardon. Donc, c'est vraiment un raccourcissement généralisé. Puis ça, si on regarde un petit peu plus sur le domaine Québec Ski, comme tout à l'heure, le même gabarit,
On a là aussi, en fait, par rapport à ce domaine-là, on voit qu'il y a un gradient nord-sud d'à peu près une centaine de jours. Puis il y a une diminution entre 1991-2020 et 2041-2070 d'à peu près une quinzaine de jours. Et cette diminution-là, dans notre durée de couvert, là, on s'est posé des questions, puis on s'est demandé, est-ce que c'est symétrique? Est-ce qu'on perd autant de jours au début et à la fin de la saison? Et ça a quand même des impacts. Donc pour ça, on est allé regarder... Ah, c'est bon. Non, c'est pas grave. On est allé regarder la différence, c'est ça, entre la fin du couvert. Donc vous avez la ligne d'en haut, là, c'est la date de fin du couvert. Donc on voit qu'il y a une diminution. Ça veut dire que le couvert se termine de plus en plus tôt dans la saison. Puis la ligne d'en dessous, c'est le début de la saison de neige. Donc là, on voit une augmentation. Donc la saison commence de plus en plus tard. C'est vraiment typique. Et en termes de valeur, on voit quand même qu'il y a des choses qui sont assez similaires. On est assez homogène sur la répartition spatiale. Donc, on est allé voir un peu plus en détail dans les différentes régions que je vous avais présentées tout à l'heure. Donc, en haut, vous avez la série temporelle pour la fin de la saison et en bas pour le début de la saison. Donc, on voit ce raccourcissement-là, mais on est allé essayer de le quantifier un petit peu mieux. Et la figure les deux figures que vous avez en bas, c'est vraiment, on prend la différence entre le futur et l'historique pour le début de la période et la fin de la période. On ajoute les deux, donc en gros, on regarde combien ça diminue d'un bord, combien ça augmente de l'autre, on met tout ça ensemble. Puis, ce qu'on voit dans les figures qui sont en bas, c'est que, hormis dans le nord-nord, le Nunavut et les Torgats, mais ça, j'ai toujours pas regardé, hormis donc dans le Nunavik, on voit que de manière générale, les valeurs sont zéro. Ça veut dire qu'on a autant de raccourcissements en fait, la saison arrive, se décale d'autant de jours au début que se décale à la fin. Mais dans le Nord, on va plutôt constater que la saison va commencer plus tard, mais va pas finir autant plus tôt. Vous avez compris ma phrase qui n'était pas du tout française. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Puis là, on peut se poser, on peut aller regarder un peu au niveau des jours sans couvert de neige. On a raccourci, donc logiquement, on a plus de jours sans couvert de neige. Puis c'est ce qu'on voit là. Donc, vous voyez bien que en 2041 et 2071 et 2071-2099, on va avoir une augmentation du nombre de jours sans couvert. Mais là, autre question qui se pose, c'est est-ce que cette augmentation est juste due au fait qu'on a diminué la saison continue, donc c'est juste ces jours-là qui sont sur les bords, ou est-ce qu'on a aussi une question de fragmentation, en fait, de morcellement dans la saison? C'est-à-dire, est-ce qu'on a plus de jours et de séquences de jours consécutifs où il n'y a pas de neige au sol? Donc vraiment le portrait qui changerait dans la saison de neige. Et là, c'est ma figure compliquée de la présentation, donc j'espère que vous allez la comprendre comme il faut. Ce que vous avez ici, donc là, on est par exemple sur le domaine nord du Québec. Okay, vous avez les 3 périodes d'intérêt. Les petits points que vous voyez, chaque petit point correspond à une séquence de 2 à 14 jours consécutifs, 14 exclus, où on n'a pas de couvert de neige. C'est vraiment les périodes sans neige. De manière générale, on a regardé ça pour tous les jours sur les 30 années. La durée de cette séquence-là, c'est le rayon, donc le 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, etc., qui est sur le côté. Puis, l'endroit où est-ce que c'est positionné dans le cercle, c'est la date du premier jour. Donc, ce que vous voyez ici, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, la partie blanche, c'est la saison, c'est vraiment la saison de neige. La saison continue est représentée par la partie blanche. Donc, quand vous avez des petits points qui sont dans la partie blanche, ça veut dire qu'il y a un morcellement dans la saison continue. Quand c'est dans la partie grise qui ressort mauve ici, c'est qu'on n'est pas du tout dans la saison continue. Donc, ce que vous pouvez voir ici sur cet exemple-là, c'est que le morcellement va être plus présent en début de saison. Donc, on le voit bien. À la fin de saison, un petit peu moins. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, pour le nord du Québec, on constate qu'il n'y a pas plus de morcellement à l'intérieur de la saison continue. Mais, ce sera drôle, si on va voir d'autres régions, comme Côte-Nord, là, on constate que le morcellement, vous voyez déjà la saison continue qui diminue au fur et à mesure, donc la partie blanche qui est de plus en plus petite. Puis, vous voyez que du morcellement, il y en a de plus en plus pendant cette saison-là.
Puis là, c'est la grande 4, donc plutôt au centre. Donc là, il y en a pas trop qui vient pendant le cœur de la saison, donc mettons janvier, février. Et si on redescend dans le sud, on constate qu'il y en a de plus en plus, en particulier dans ma boîte qui s'appelle Laurentide, là on voit qu'il y en a de plus en plus. Donc c'est quand même intéressant de voir ce changement en termes de comportement de notre saison. Puis, comme tout à l'heure, je vous disais, je vous ai parlé de la relâche et je vous ai parlé de Noël. Vous pouvez constater à peu près où sont mes petits points depuis tout à l'heure. Donc, on peut regarder un peu ce que ça donne sur les jours avec un couvert durant une période précise. Donc là, c'est durant le congé de Noël et le congé de la relâche. Je m'excuse, les couleurs ne sont pas super bonnes, mais de manière générale, ce que vous pouvez constater sur ces figures-là, c'est que c'est vraiment le sud de notre domaine Québec ski qui va être vraiment plus affecté, quelle que soit la période considérée. Donc, c'est quand même quelque chose assez important, disons. Et la dernière chose que je voulais vous montrer en termes de résultats, c'était les jours avec 10 mm et plus en 24 heures. Tout à l'heure, quand je vous ai montré l'évaluation sur la période historique, on voyait qu'il y avait quand même pas mal de biais par rapport à la référence. Là, on constate que il n'y a pas forcément beaucoup d'événements. Ils sont principalement sur les côtes. On voit dans les changements par rapport à l'historique qu'on va avoir une diminution sur les côtes, mais au centre, le signal n'est pas super clair, puis de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'événements. Donc, c'est un peu à prendre avec des pincettes, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est un peu tous les résultats qu'on a à l'heure actuelle avec l'ensemble de simulations ajustées statistiquement pour le projet de temps. Puis, il y a quelques points qui sont à l'heure actuelle en réflexion sur lesquels, c'est ça, moi je travaille beaucoup, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi le problème avec les temps de GATS, parce qu'on a un biais pour le début de la saison, on l'a pas pour la fin de la saison, donc il faut que je regarde un petit peu plus la raison de ce biais-là, mais c'est quand même d'intérêt. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas forcément si on se concentrait juste sur Québec Ski, donc là c'est quand même intéressant quand on prend le domaine en entier. Comme je viens de vous le dire, l'indicateur qui considère les fortes augmentations en 24 heures d'équivalent d'eau de la neige, on l'a fait, on l'a analysé. Je ne suis pas persuadée que ça soit vraiment utilisable par le fait que c'est des événements quand même rares. Puis, quand on parle de 10 mm d'équivalent d'eau de la neige, ça ne veut pas dire que c'est une tempête de 15 cm. Comme je vous le disais, il y a des questions de densité aussi, puis même entre ce qui tombe vraiment dans les modèles, puis ce qui arrive sur le sol, puis l'équivalent d'eau de la neige, il n'y a pas forcément le lien auquel on pense, fait que mathématiquement, ça marche. En termes de utilisable ou non, je mettrai un énorme bémol, vraiment un très très gros bémol. Il y avait des questions aussi qu'on pouvait se poser sur. Je vous ai présenté le couvert continu comme ayant des bornes de 14 jours de chaque bord. Mais est-ce que ça serait d'intérêt d'avoir des bandes qui sont plus petites pour certains usagers qui auraient besoin de savoir plus tôt dans la saison si leur domaine est utilisable, par exemple? Ou si, je ne sais rien, moi, il faut commencer à contracter les gens qui vont s'occuper d'enlever la neige ou quelque chose. Mais ça reste quand même. Le 14 jours avait été pris de par la littérature, parce qu'on sait que c'est au bout de 14 jours, normalement, même si on a un morcellement qui se fait par la suite, on a une saison qui est établie au bout de 14 jours de couvert de neige. Ce qui fait qu'en réduisant ça, on risque de se retrouver avec des situations où la saison va se faire découper, parce que justement, il y a du morcellement, comme vous l'avez vu, qui peut quand même aller jusqu'à des durées assez importantes, ce qui fait qu'on pourrait avoir plusieurs saisons de neige. Est-ce que c'est vraiment ça qui est utile pour les usagers? Je ne suis pas persuadée. Puis les derniers points, c'est sur. On a fait une sélection de simulation. On sait que c'est un peu une limitation de notre projet parce que, oui, on ne peut pas juste prendre les simulations et faire go, on y va. Il faut quand même les analyser un petit peu avant. Donc, ça serait. J'ai déjà un peu une idée là-dessus, mais globalement, on peut se poser des questions sur savoir est-ce qu'il y a des pilotes, donc des modèles régionaux de climat, des globaux de climat qui pilotent les modèles régionaux de climat qui sont toujours exclus. Est-ce que
Dans les les modèles régionaux, il y en a qui utilisent certains schémas de surface qui vont amener des simulations à toujours être rejetées ou à toujours être sélectionnées. Donc, il y a un peu des questions vis-à-vis de ça qu'il faut se poser, puis auxquelles il faudrait répondre. Et en conclusion, je vous ai fait une présentation beaucoup trop rapide. En conclusion, on a mis en place donc une méthodologie pour ajuster statistiquement le biais d'équivalent de la neige dans les simulations, avec des simulations régionales de climat. Le portrait du manteau neigeux sur le Québec nous montre une diminution dans le sud, une augmentation dans le nord du maximum d'équivalent de la neige, un raccourcissement de la durée du courant continu assez symétrique entre le début et la fin, sauf donc pour le Nunavik, et un morcellement qui est dans la saison de neige, vraiment, qui va être plus présent dans le sud que dans le nord. Et dans les perspectives, parce que c'est un projet, ça ne s'arrête jamais, il faut mettre le tout, on va mettre le tout disponible au public, de manière à ce que ça puisse être utile au plus grand nombre. On voudrait mettre à jour aussi les ensembles de simulations qui ont été ajustés, en rajoutant des nouvelles simulations comme l'ensemble du MRCC5 SIMILIP6, donc le modèle régional canadien de climat version 5, avec les simulations globales de SIMILIP6 qui sont roulées ici à Ouranos. Et tout ça est en train de rentrer dans un article qui est en préparation avec Eric et Pascal. Voilà. Vous allez pouvoir me poser plein de questions. Effectivement, je ne sais pas quelle heure il est. J'ai été beaucoup trop efficace. C'est très bien. Vous aurez droit à une pause après, c'est ça qui est bien. Alors, il faut juste que je regarde. Des questions en ligne? Oui. Bah, on va alterner en fait entre les questions de la salle et les questions en ligne. Mais je vois pour l'instant. Ah, ça va. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas de questions en ligne. Pour l'instant, j'ai surpris tout le monde parce qu'il est 32. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a Dominique qui lève la main depuis tantôt. Ah. Oui, Dom. En fait, j'en ai deux. Si, c'était super intéressant. Est-ce que vous avez comparé aussi les indices que tu as présentés, c'est des indices qui sont ajustés? Oui. Dans le changement climatique, y a-t-il vraiment une influence sur l'anomalie du changement, sur le changement climatique qui ne sont pas ajustés ou non ajustés? Avez-vous comparé? Non, ça, je n'ai pas comparé, ça fait partie des choses que je veux faire, justement, pour aller voir l'apport que ça a. C'est bien d'appliquer une méthodologie puis d'aller faire un ajustement de biais, mais pour aller voir si ça a vraiment une valeur ajoutée et ainsi de suite. Ça fait partie des choses que je voulais aller regarder plus tard. Okay. Et, dans l'ajustement, justement, pour les stations de ski, ce qui est vraiment important pour eux, c'est ce qui se passe plus ou moins à la hauteur de leur montagne, à la base de la montagne, qui est souvent très, très différent de ce qui se passe ailleurs en ville, par exemple. Fait que quand on donne des données de neige pour eux, mais il faut que ça soit représentatif de leur région, essentiellement. Est-ce qu'il y a dans l'ajustement, ça a été tenu en compte en plus, ça, la topographie de la hauteur, dans le fond? Non, on n'a pas fait un ajustement, on n'a pas fait d'ajustement supplémentaire en lien avec la topographie réelle. L'idée du projet initialement, c'était quand même d'être capable d'avoir un produit qui soit opérationnalisable. C'est-à-dire qu'on puisse mettre sur portrait climatique, puis qu'on puisse mettre à jour facilement sans avoir 42 étapes déjà. Puis, cette étape-là n'avait pas été comprise dedans. C'est quelque chose qui pourrait éventuellement être fait, mais ça rentrait vraiment pas dans le scope de ce qu'on voulait faire. Mais ça a été discuté à plusieurs reprises. J'aime que tu utilises une photo de ski de fond. Ouais, je m'excuse. Je fais du ski de fond et pas du ski alpin, fait que je m'excuse. Bien personnel. Je connais la réponse, mais je vais quand même poser la question. Les choix de simulation, tu as dit que peut-être il y avait certains pilotes, certains modèles qui étaient. Est-ce que tu as déjà. Je sais que la réponse est oui, qu'il y a certains pilotes et certains modèles, mais est-ce que tu peux élaborer un peu là-dessus? Est-ce que tu vois un peu pourquoi? Là, ce qu'on a vu principalement, c'est que toutes les simulations qui ont été pilotées par CanESM2, elles n'ont pas été sélectionnées. Pourquoi? Trop chaud? Je pense que c'est parce qu'il est trop chaud, ouais. Mais là, il faut que je retourne, justement, ça fait partie des choses, retourner voir c'était quoi les cycles annuels de l'équivalent d'eau de la neige,
enfin, non post-traité, puis post-traité. En fait, non post-traité pour aller regarder c'est quoi les différences exactement. Puis je pense que oui, mon souvenir, c'est que c'était trop chaud pour cela. Je me rappelle plus, c'est quand même long. CM2 est moins chaud que CM5. Oui, oui, il est moins chaud qu'eux, mais en même temps qu'un ESM5, il bat des records. Mais il est quand même chaud qu'un ESM. Il y avait une question. Il y avait une autre question derrière. Ok. Il y a une question en ligne, ou même deux questions en ligne. Attends, je vais la lire. Les moyennes provenant d'ERA5 l'Inde ne seraient-elles pas plus fiables que celles provenant d'ERA5 l'Inde? La plupart des montagnes sont séparées par au moins 50 km. Je ne vois donc pas pourquoi des données spatiales à grain fin seraient nécessaires. Donc, j'essaie de comprendre ta question, Trevor. En fait, le choix qui a été fait entre ERA5 et ERA5 l'Inde, c'est au niveau de la qualité de l'équivalent en eau de la neige. Dans ERA5, on va avoir une assimilation qui a été faite des données de neige, mais ça pose un problème sur le pack de neige de manière générale et en particulier sur les tendances. Alors que ERA5 l'Inde, en fait, ils ont fait rerouler le modèle de surface en utilisant les données atmosphériques qui venaient d'ERA5, puis il n'y a pas d'assimilation de neige. Et au final, on a un meilleur produit sur l'équivalent en eau de la neige. Donc, c'était un peu ça qui était important. Et pourquoi les données spatiales à grain fin seraient nécessaires? Peux-tu préciser ta question sur la partie sur la résolution? Tu l'as? Tu peux là. Non, c'est bien, merci. OK. Donc, j'ai répondu. OK. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait une question ici? Sinon, ouais. Voilà. C'est une question sur l'indicateur que tu trouves pas fiable. Ouais. C'est grosso modo, tu essaies de savoir s'il y a une accumulation à l'intérieur de 24 heures. Moi, c'est nécessaire de prendre la neige au sol dans ce cas-là, pas juste la neige tombée. On peut assumer que s'il tombe beaucoup, il va rester au moins un petit peu à terre, même s'il est chaud, il va un petit peu qu'il tombe. Oui, mais en fait, il faut prendre le problème dans l'autre sens. C'est que initialement, on a décidé qu'on partait sur l'équivalent de la neige. Puis, il y avait eu un peu des questions sur est-ce que on peut utiliser quelque chose comme un proxy tempête de neige, de grosses bordées et ainsi de suite. Et la manière de faire en gardant ce set de données, c'était d'utiliser l'équivalent de la neige avec un certain seuil assez important. Pour te dire, j'ai fait des tests avec 10, 15 et 20. 20, ça existe à peu près jamais. 15, c'est assez rare aussi. Puis nous, notre seuil de base, c'est 4 mm pour avoir un couvert de neige. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on l'a fait, mais concrètement, c'est pas la bonne manière de le faire. Il faut vraiment plus le faire à partir des chutes de neige que ça. C'était une tentative d'avoir un proxy 2, mais la conclusion, et puis c'est important de dire quand ça marche pas, je pense que ça ne marche pas. Voilà. Juliette, après on prendra la question de Louise. Je me demandais pourquoi juste les régionaux ont été considérés. Est-ce que parce que les globaux, c'est comme le saut est vraiment trop grand en résolution, puis c'est proche, puis c'est comme pensable d'utiliser ça? C'est une question de résolution, puis il y a une question de la capacité de faire la neige comme il faut. Et les régionaux sont quand même meilleurs pour faire la neige que les globaux. Donc, comme déjà, la SSQ, on leur a expliqué qu'on n'allait pas leur fournir de l'information pile poil pour leur station. C'est un peu difficile de dire, on part avec de la donnée qui est à 300 km, puis on la raffine et on crée de l'information et ainsi de suite. Donc, on essayait de partir du produit le plus, le meilleur produit et le plus raffiné qu'on avait, puis c'était les modèles régionaux. Attends, C'est une question de suivi? Vas-y. C'est juste pour compléter pour les chutes de neige. Voilà, c'est ça. On est en train de préparer justement. On fait ce calcul-là. Avec Chris, on a déjà publié un article sur les tempêtes de neige, puis on est en train de refaire ce calcul-là sur l'ensemble de 5 CNF6, donc en partant de ce qui tombe et non pas de ce qui s'est. On avait fait une validation de ça, puis on est en train de préparer ces indicateurs-là sur l'ensemble de 5 CNF6 qui vont arriver quelque part éventuellement. Voilà. Mais, donc, on a une question de Louise en ligne.
Elle parle il y a plus de morcellement dans le sud, mais je me demandais si ce morcellement arrivait plus souvent à des périodes proches du seuil max dans le futur ou pas. Ça pourrait avoir un impact sur le risque d'inondation en hiver. Un excellent point, Louise. Je t'avouerai que ça serait pas compliqué de regarder, que j'ai pas encore regardé, donc c'est parfait, tu m'as rajouté un truc à faire sur ma liste. Impeccable. Je te donnerai une réponse sous peu. Voilà. Vous avez d'autres questions? Vous vouliez une pause? C'est en ligne. C'est beau. Ben, moi, j'en aurais peut-être une dans ces cas-là. Est-ce qu'il y a eu des contacts avec d'autres secteurs qui pourraient être intéressés par ce type de données-là? Est-ce que tu as déjà eu des contacts? Le ski de fond? Le ski de fond, la restauration minière aussi, qui fait partie des secteurs avec qui j'avais discuté quand on avait développé la liste des indicateurs. Parce que le couvert de neige va amener une isolation du sol. Donc, sur certaines méthodes de restauration, il faut qu'ils aient de la neige, mais il ne faut pas qu'ils en aient trop. Donc, c'est quand même important pour eux de planifier à plus long terme comment ça évolue. Mais c'est ces deux secteurs-là qui m'ont contacté, mais pas plus à date. J'imagine que les transports aussi, peut-être, seront intéressés J'imagine. Ouais. À suivre À là-dessus. suivre. Voilà. Ok. Je m'excuse, j'ai été trop rapide. Il n'y a pas d'autres questions. Ben, dans ces cas-là, on va mettre fin à ce webinaire, puis on va se retrouver à 11 h pour la suite de la présentation des résultats de l'étude du système ski alpin face au changement climatique. Merci. Merci.